relations entre changement climatique et système alimentaire sont dans les deux sens. C'est-à-dire que d'un côté, le changement climatique affecte les systèmes alimentaires en ayant un impact sur les rendements, sur la qualité, sur la disponibilité des productions agricoles, ce qui nécessite en fait de mettre en place des politiques d'adaptation, pardon. De l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus que les systèmes alimentaires eux-mêmes ont un effet sur le changement climatique ou contribuent au changement climatique par les contributions, par les émissions de gaz à effet de serre que génèrent les activités à la fois agricoles et les activités en amont de l'activité agricole, la production d'intrants, et les activités en aval de la production agricole, c'est-à-dire la transformation, le transport et la distribution des denrées alimentaires. Donc, lorsqu'on considère ces interactions à deux sens entre changement climatique et système alimentaire, on voit bien d'un côté la nécessité de prendre en compte simultanément les questions des politiques d'adaptation et les politiques d'atténuation, d'une part, et d'autre côté, on voit bien tout l'enjeu qu'il y a à ne pas raisonner uniquement la production agricole simplement, mais à raisonner la production agricole dans le contexte des systèmes alimentaires plus larges. Quand je dis système alimentaire plus large, ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement de raisonner sur quel rendement on peut obtenir en contexte de changement climatique et qu'est-ce qu'on doit faire pour maximiser les rendements ou ne éviter que les rendements diminuent en contexte de changement climatique. Il s'agit aussi de s'interroger sur les effets sur la sécurité alimentaire que peuvent avoir des évolutions de rendement. Et la sécurité alimentaire, ce n'est pas qu'une question de production, c'est aussi une question d'accès à l'alimentation, de qualité de l'alimentation et de disponibilité. Deuxième aspect, il faut aussi prendre en compte les autres fonctions environnementales, les autres services écosystémiques rendus par l'agriculture. Et en maximisant les rendements par rapport au changement climatique, on pourrait être conduit à avoir des impacts négatifs sur la qualité de l'eau, sur les services écosystémiques, la biodiversité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis, il faut aussi se questionner sur la dimension socio-économique de la production agricole et des systèmes alimentaires. Et là, pour moi, il y a deux éléments clés. C'est le revenu du producteur. Quelles sont les politiques publiques à mettre en œuvre pour favoriser le maintien, voire l'augmentation dans le contexte actuel du revenu du producteur en contexte de changement climatique. Mais parallèlement, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour assurer une production alimentaire qui soit le plus abordable possible, ou en tout cas abordable pour tous, pour le plus grand nombre, même si on doit augmenter les coûts de production dans le contexte du changement climatique. Donc les politiques publiques, on l'a dit, dans le contexte de changement climatique, il y a des politiques d'atténuation d'une part, qui visent à limiter les émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire en vue de limiter le changement climatique. Et d'autre côté, les politiques d'adaptation qui doivent permettre à l'ensemble des acteurs du système alimentaire de faire face aux transformations du climat. Ces transformations du climat, elles sont de deux types. Elles sont des changements de régime des précipitations, de régime des températures, mais aussi une augmentation de la variabilité, une variabilité interannuelle souvent plus forte avec des événements catastrophiques. Donc les politiques d'atténuation et d'adaptation, on peut aussi les penser à plusieurs niveaux. Il y a d'abord tout ce qui concerne le niveau international qui va servir d'aiguillon, qui va permettre de donner un cadre normatif aux acteurs, le cadre dans lequel ils vont évoluer. Et ensuite les politiques domestiques à l'échelle des pays eux-mêmes, dans lequel du coup il s'agit pour les États de créer des structures d'incitation, voire dans certains cas de réglementation, qui vont orienter les comportements des acteurs vers certaines pratiques plus intéressantes, vers certains types de consommation aussi plus intéressantes, puisque dès lors qu'on parle du système alimentaire, on ne parle pas seulement de l'offre, on parle aussi de la demande. L'initiative 4 pour 1000, c'est un bon exemple, à mon avis, d'interface entre initiatives internationales et politiques domestiques. L'initiative 4 pour 1000, de son nom complet, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat, part d'une idée assez simple, qui est que les sols agricoles et forestiers sont en capacité de stocker du carbone si des pratiques agronomiques et forestières adaptées sont mises en œuvre. Donc l'idée est simple, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour favoriser l'adoption de telles pratiques qui non seulement vont permettre de stocker du carbone, mais aussi dans les sols agricoles vont permettre d'accroître le stock de matière organique dans les sols et donc d'accroître la fertilité. Voilà le principe de base de l'initiative 4 pour 1000. Derrière ce principe-là, il y a deux types d'enjeux ou d'objectifs. D'un côté, lancer des projets innovants à l'échelle territoriale, en faisant en sorte que des porteurs de projets, des porteurs d'innovation puissent trouver des financeurs pour déployer ces projets à des échelles territoriales dont on puisse ensuite évaluer les effets. Et d'un autre côté, deuxième enjeu, deuxième objectif majeur du 4 pour 1000, faire en sorte que les innovations qui marchent, qui fonctionnent en fonction des contextes,
puisse ensuite être transposée dans le cadre de politiques publiques qui vont ensuite se déployer à l'échelle d'un territoire national tout entier et donc permettre de décupler les bénéfices à la fois sur le plan de la production, du revenu des producteurs, de l'atténuation et de la sécurité alimentaire.